Chapitre 29. Descorso se gara sur le parking Hertz d'Heathrow, aux abords du périphérique nord. Il était 3 heures. Il était fatigué et ne songeait plus qu'à regagner l'hôtel Marriott de l'aéroport pour se débarrasser des dernières exhalaisons de produits chimiques et prendre quelques heures de repos avant son rendez-vous avec Piper. Comme on était au beau milieu de la nuit, il n'y avait plus de personnel. Aussi emporta-t-il son bagage avec lui jusque dans le hall de l'hôtel. À l'accueil, un jeune sikh en polo et turban s'ennuyait ferme. D'un geste machinal, il tapa le nom du client et se mit à rédiger sa fiche. Soudain, son attitude changea, et il se mit à observer son écran avec attention. « Un problème ?» demanda Descorso. « Il n'arrête pas de boguer. Faut que j'aille vérifier le serveur. J'en ai pour 1 minute. » Il sortit par une porte derrière lui. Descorso fit pivoter le terminal pour y jeter un coup d'œil, mais l'écran était noir. Il oscillait d'un pied sur l'autre, agacé, épuisé, tout en pianotant sur le comptoir. D'un point de vue professionnel, la rapidité d'intervention de la police l'impressionna. Soudain, la lumière des gyrophares bleus envahit le hall de l'hôtel et il se retrouva cerné de flics. Il savait que le planton de base, en Angleterre, n'était pas armé, mais les types en face de lui avaient des fusils d'assaut. Sûrement l'unité antiterroriste de l'aéroport. C'était du sérieux. Aussi, quand ils lui hurlèrent de se mettre à terre, il n'hésita pas un instant, ce qui ne l'empêcha pas de jurer à haute voix. Lorsqu'il eut les mains et les pieds entravés, il regarda l'officier le plus gradé droit dans les yeux. C'était un lieutenant des forces spéciales qui avait l'air aussi satisfait qu'un chat ayant attrapé un canari. « Qu'est-ce qui se passe ?» fit Descorso. « Vous vous êtes déjà rendu à Wroxall, dans le Warwickshire, monsieur ?»« Jamais entendu parler. » « C'est étrange, car la gendarmerie locale a reçu une déposition de la part d'un habitant qui a remarqué la présence d'un véhicule suspect sur un chemin de campagne. Il s'agit de votre véhicule, monsieur. »« Je ne peux pas vous aider. Le numéro de la plaque de votre Ford Mondeo correspond. Il s'est produit un grave incendie il y a quelques heures, dans une maison de Wroxall. Nous attendions que vous vous montriez. N'est-ce pas une odeur de kérosène que je détecte sur vous, monsieur ?» fit le policier en plissant le nez. « Je n'ai qu'une seule chose à vous dire, » ricana alors Descorso. « Je vous écoute, monsieur. Je revendique l'immunité diplomatique. » Will se réveilla tôt à l'hôtel Marriott, ignorant tout de l'incendie et de ses conséquences. Libre comme l'air, il monta dans la navette qui l'emmena au terminal 5, puis prit place à bord du vol de 9 heures de la British Airways à destination de l'aéroport JFK. Il se cala dans son fauteuil de première classe et ronfla durant presque tout le trajet. Il atterrit à New York et franchit la douane avant midi, heure locale. Il traversa le hall d'accueil, sortit son portable, puis se ravisa. Sauter dans un taxi pour faire la surprise à Nancy, c'était là son idée. Il était bientôt midi dans le Nevada, et à la zone 51, Fraser commençait à céder à la panique. Ils avaient suivi les actualités anglaises, confirmant que la première partie de la mission de Descorso s'était bien déroulée. Cantwell Hall, vieux manoir du pays de Shakespeare, avait été détruit lors d'un terrible incendie criminel. Mais où diable était passé Descorso ? Ce n'était pas son genre de rester muet en pareilles circonstances. Ils avaient beau essayer de le joindre par téléphone, par courriel, il avait disparu des écrans radars. Le téléphone de Fraser s'alluma, et il décrocha en espérant qu'il s'agissait de lui. Hélas, il entendit la voix familière d'une attachée au secrétaire à la marine, lui demandant d'attendre car Lester souhaitait lui parler. De frustration, Fraser tapa du poing sur son bureau. Ce n'était vraiment pas le moment de le déranger pour faire le point. « Fraser !» hurla Lester. « C'est quoi ce bordel ?» L'autre resta pétrifié. Était-ce donc ainsi qu'on entamait une conversation ? « Pardon ?»«
Je viens d'avoir un coup de fil du département des affaires étrangères qui a reçu un appel de l'ambassade américaine à Londres. Un de vos hommes a été arrêté et il invoque l'immunité diplomatique. Will sortit de l'aéroport sous un ciel gris et brumeux. Il s'apprêtait à héler un taxi quand il entendit résonner derrière lui un grand coup de klaxon et vit le camping-car de Spence foncer vers lui. Indigné, il fronça les sourcils. Il les aurait contactés au plus vite, mais d'abord il voulait faire définitivement la paix avec sa femme et embrasser le visage rond de son petit garçon. Au lieu de cela, la portière s'ouvrit et il se retrouva face à la figure replète et barbue de Spence. Fait étonnant, ce dernier ne semblait guère réjoui de le voir. Il lui fit signe de monter à bord. Planté derrière lui, Kenyon déclara « Nous n'avons pas cessé de faire des tours et des tours. Dieu merci, vous êtes là, et Dieu merci, nous vous avons trouvé. » Will s'assit, tandis que Spence appuyait sur l'accélérateur. « Pourquoi ne m'avez-vous pas appelé ?»« On n'a pas osé. » Spence se montrait ombrageux. « Ils ont brûlé le manoir. Les télés anglaises ne parlent que de ça. » Will se sentit vaciller, comme s'il perdait l'équilibre. Il eut soudain la nausée, comme s'il allait vomir. La jeune fille? Son grand-père? « Will, je suis désolé pour tout ça, » répondit Kenyon. « Nous n'avons pas beaucoup de temps. » Ses yeux se remplirent de larmes et il se mit à trembler. « Amenez-moi dans le centre, au bureau du FBI. Il faut que j'aille chercher ma femme. »« Dites-nous ce que vous avez trouvé, » insista Spence. « Vous conduisez, je vous raconte. Après ça, c'est terminé, pour de bon. » Fraser courait dans les couloirs de l'aile Truman, 2 de ses hommes sur les talons. Ils prirent l'ascenseur pour remonter à la surface et sautèrent dans un véhicule qui les attendait pour les amener jusqu'à l'avion. Un jet Lear avait été affrété pour eux, et Fraser ordonna le décollage immédiat. Les pilotes lui demandèrent sa destination. « New York !» gronda-t-il. « Peu importe combien de temps vous mettez d'habitude, je veux que vous battiez vos records. » Will leur résuma tous les événements des 3 derniers jours façon débriefing militaire. L'émerveillement de la découverte, l'exaltation de la chasse au trésor, l'excitation de la révélation, tout cela avait été emporté par cette nouvelle dévastatrice. Avait-il causé leur mort en fourrant son nez dans leurs affaires? L'idée lui traversa l'esprit. Oui et non, conclut-il avec amertume. Oui et non. Un connard de moine extralucide aux cheveux roux avait noté leur nom sur une feuille de parchemin 1000 ans plus tôt. Morse. Hier, c'était leur jour. Il n'y avait rien à ajouter. Nul n'aurait pu changer leur destin. C'est à vous rendre dingue, songea-t-il. En tout cas, ça devrait. Quand il eut terminé son rapport laconique, il remit à Kenyon les originaux des lettres de Félix, de Calvin, de Nostradamus, et les traductions écrites avec soin de la main d'Isabelle. Dans l'avion, il avait séparé l'épître de l'abbé en 2 parties, comme il les avait trouvées au départ, pour restituer l'intensité du moment. À présent, c'était le cadet de ses soucis. Will ferma les yeux, laissant Kenyon lire à haute voix les traductions à Spence, qui tenait le volant, la mâchoire serrée, sa large poitrine se soulevant en cadence dans le sifflement de sa boîte à oxygène. Kenyon se livrait à un commentaire permanent, ponctué d'exclamations. C'était un homme tout en mesure, mais les lettres de Cantwell Hall étaient si stupéfiantes qu'il était littéralement tétanisé. L'épître de l'abbé Félix en particulier les hissa à des sommets d'excitation. D'un seul coup, des années de spéculation quant à l'origine de la bibliothèque furent balayées par ce récit presque contemporain. Kenyon s'écria « Tu vois bien, gros bêta, j'avais raison.
directement de Dieu à la main d'un scribe. C'est la preuve absolue. Enfin, l'être humain a trouvé la réponse à cette question éternelle. Spence secoua la tête. Quelle preuve? Pourquoi ce serait Dieu? Pourquoi pas un être surnaturel ou mystique, avec toute cette histoire du 7e fils, ou encore des extraterrestres? Pourquoi faut-il toujours qu'on en revienne à Dieu? Oh, Henry, je t'en prie, c'est aussi évident que le nez au milieu de la figure. Soudain, Kenyon réalisa que l'épître n'était pas terminée. Où est la fin? Il reste quelque chose? Ouais, fit Will, en relevant la tête. Continuez. Kenyon entama ensuite la lettre de Calvin et la lut d'une traite. Plus il avançait, plus il rayonnait. Peut-être que toi tu n'es pas convaincu, Henry, mais le plus grand théologien de son époque, lui, l'était. Et que voulais-tu donc qu'il pense d'autre? Il a intégré ce nouvel élément dans le contexte intellectuel qui lui était familier. Il n'y a rien de surprenant à ça. Tu es impossible. Et toi, tu es monolithique. Néanmoins, il y a une chose sur laquelle nous sommes d'accord. On sait désormais d'où venait la certitude de Calvin au sujet de la prédestination. Ça, je te le concède. Kenyon en profita pour enfoncer le clou. Et si je décide de croire avec une conviction absolue, comme Calvin, que Dieu sait tout ce qui va arriver car c'est lui qui l'a décidé et qu'ensuite il l'applique, ça aussi tu dois le concéder. Tu peux bien croire ce que tu veux. Les deux vieux amis se renvoyaient argument sur argument, sans chercher à faire participer Will à la conversation. Ils voyaient bien qu'il préférait rester en dehors de tout cela. La lettre de Nostradamus fit glousser Spence. « J'ai toujours pensé que c'était un vrai charlatan. »« Tu n'avais qu'à moitié raison, » s'exclama Kenyon. « Apparemment, les femmes ne pouvaient pas transmettre les pleins pouvoirs. Il a eu la portion congrue. Voilà pourquoi son œuvre est si nébuleuse. » La circulation était dense sur la Franklin Delano Roosevelt Drive, mais le véhicule approchait de la sortie vers Manhattan Sud. Très bien, Alf. Passons au 4e indice. C'est le plat de résistance, je crois. Will? Ouais, fit-il avec lassitude. C'est ça, le bon gros steak bien juteux. Kenyon tourna les dernières pages du dossier. Il lut la traduction d'Isabelle et la conclusion de l'épître de l'abbé Félix d'un ton monocorde. Et quand il eut fini, nul ne dit mot. Il s'était remis à pleuvoir, et les essuie-glaces battaient le rythme tel un lent métronome. Enfin Kenyon murmura. « Finis dierum. » Voilà ce que j'ai toujours redouté, déclara Spence. Le scénario catastrophe. Et merde. Nous ne sommes sûrs de rien, bredouilla Kenyon. On sait bien que je vais mourir dans 4 jours. Oui, mon ami, nous le savons, mais c'est tout à fait différent. Peut-être y a-t-il une autre explication pour ce suicide collectif. Peut-être qu'ils étaient détraqués, qu'ils avaient perdu l'esprit. Une maladie mentale, un virus. Qui sait? Ou bien, ils ont mis en plein dans le mille. Admets au moins que c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Tu es content? Tu exauces le vœu d'un mourant en étant d'accord avec moi. Continue encore comme ça pendant quelques jours, tu veux bien? Will les interrompit en indiquant à Spence la direction à prendre. Tournez ici. Il ne supportait plus ces 2 vieux croutons. Il ne voulait plus entendre parler de la bibliothèque, ni de rien qui s'y rapportait. Il avait eu tort de se laisser entraîner dans cette foutue aventure. À présent, il ne voulait plus les voir pour tout oublier. 2027, c'était demain. Maintenant, il voulait retrouver sa femme et son fils. Il voulait profiter d'aujourd'hui. Il guida Spence jusqu'au bureau du FBI, sur Liberty Plaza. Là, il attendit qu'il lui débloque la porte. « C'est là que nos chemins se séparent, les gars. Désolé pour cette date qui arrive bientôt, que puis-je vous dire ?
Vous me laissez quand même l'engin? Vous recevrez les clés et les papiers à votre nom. On vous dira où aller le récupérer. Merci. La portière demeurait bloquée. Spence poussa un profond soupir. Il faut que vous me donniez accès à la base de données. Je veux savoir pour ma famille. Je ne veux pas mourir en ignorant s'ils iront jusqu'en 2027. Hors de question, explosa Will. Je ne ferai plus rien pour vous. Vous m'avez mis en danger, moi et ma famille. Maintenant, je suis dans la merde jusqu'au cou et j'ai pas la moindre idée de comment je vais me débrouiller pour nous en sortir. Vos gardiens ne sont rien d'autre qu'une bande d'assassins, avec un laissez-passer pour ne pas aller moisir en prison. Spence tenta de lui saisir le bras, mais Will s'écarta. « Ouvrez cette portière. » Le gros homme se tourna vers son ami, l'air désespéré. « N'y a-t-il rien d'autre que nous puissions faire pour que vous changiez d'avis, Will ?» fit Kenyon. « Absolument rien. » Malgré sa déception, il lui tendit un sac en plastique rempli de téléphones à cartes prépayées. « Prenez toujours ceci et réfléchissez. Appelez-nous si vous revenez sur votre décision. » Il détacha un portable de sa ceinture et l'agita devant Will. « Nos numéros sont enregistrés et il y a un grand nombre de minutes de communication. Nous allons retourner à Las Vegas par avion. Le camping-car restera sur place. Ce sera plus facile. » Will jeta un coup d'œil à l'intérieur du sac. Une demi-douzaine de téléphones AT&T s'y trouvaient en effet. Il avait compris. Les gardiens mettaient sur écoute toutes les lignes identifiables. Les portables à carte anonymes étaient le seul système de communication qu'on ne pouvait pirater. La vue de ces engins et de ce qu'ils impliquaient lui donna la nausée. Pourtant, il prit le sac et sortit. Dehors, il ne se retourna pas, ne leur fit même pas signe. À l'accueil, l'un des types de la sécurité le reconnut. « Hé, regardez donc qui voilà, comment ça va mon vieux? Ça se passe bien la retraite ?» « La vie continue. Il y a moyen que je monte faire une visite surprise à ma femme ? » Désolé, vous connaissez les consignes. Il faut signer et on vous escorte. Je comprends. Pouvez-vous lui dire que je suis là ? Nancy sortit de l'ascenseur en courant et se jeta à son cou. Quand Will se redressa, les pieds de la jeune femme décollèrent du sol. Le hall était plein de monde, mais il s'en moquait. « Tu m'as manqué, » dit-elle. « À moi aussi. Excuse-moi. » Ne t'excuse pas, tu es de retour à la maison. C'est fini. Il la lâcha. En avisant son visage sombre, elle comprit qu'il s'était passé quelque chose de grave. « Je suis vraiment navré de te dire ça, Nancy, mais non, ce n'est pas fini. » Chapitre 30. Des corsos attendaient sur le banc inconfortable d'une cellule au sous-sol du commissariat de police de l'aéroport d'Heathrow. On lui avait retiré sa ceinture, ses lacets, sa montre et ses papiers. S'il éprouvait quelque stress, cela ne se voyait pas. Il avait davantage l'air d'un passager contrarié que d'un homme suspecté de meurtre. Quand il vit entrer les 3 policiers qui venaient le chercher, il s'imagina qu'ils allaient le ramener au terminal où ils se débarrasseraient de lui en le mettant dans un avion. Au lieu de cela, ils l'escortèrent quelques mètres plus loin, dans une salle d'interrogatoire nue, mal éclairée. 2 hommes d'une 50aine d'années, vêtus de costumes sombres, s'assirent en face de lui et lui annoncèrent que leur conversation ne serait pas enregistrée. « Vous allez me dire qui vous êtes ?» demanda des corsos. Le type d'en face regarda par-dessus ses lunettes. « Vous n'êtes pas en mesure de poser des questions. »« On a dû oublier de vous prévenir, les mecs. J'ai invoqué l'immunité diplomatique. » L'autre ricana. «
On n'en a rien à foutre de ta pseudo-immunité. Officiellement, tu n'existes pas et nous non plus. Si je n'existe pas, pourquoi est-ce que vous vous intéressez à moi? Vos copains ont descendu un de nos agents à New York, dit l'inspecteur à lunettes. Vous êtes au courant? Mes copains? Voilà ce qu'on va faire, reprit l'autre. On va vous dire ce que nous savons, pour que tout soit bien clair. Vous êtes de Groom Lake. Votre chef s'appelle Malcolm Fraser. Il est venu jouer sur nos plates-bandes il n'y a pas longtemps pour essayer d'acheter un vieux livre très intéressant. Il s'est fait battre par un autre acheteur qui téléphonait depuis New York. Notre homme a apporté le livre, et avant qu'il ait eu le temps de faire son rapport, il a disparu. Et puis, c'est vous qui débarquez ce matin, puant le kérosène à plein nez après votre barbecue de la veille sur les terres de l'ancien propriétaire du livre. Descorso demeurait aussi impassible qu'un joueur de poker. Le second homme reprit là où le premier s'était arrêté. « Voilà le topo. Toi, tu n'es qu'un goujon, rien de plus. Tu le sais très bien et nous aussi. Mais si tu n'acceptes pas de coopérer, on va te transformer en grosse baleine aux yeux de ton gouvernement. On veut des informations. On veut savoir quel est le potentiel exact de la zone 51. On veut savoir pourquoi vous tenez tant à récupérer ce manuscrit. On veut savoir ce qui se cache derrière l'opération de Caracas. Que va-t-il se passer? En gros, on veut ouvrir une fenêtre sur ton monde. » Descorso ne réagit pas. Tout ce qu'ils réussirent à tirer de lui fut « Je ne vois absolument pas de quoi vous parlez. » L'homme à lunettes les retira pour les nettoyer. « Nous allons faire sauter votre immunité diplomatique, puis nous organiserons des fuites pour révéler votre implication dans l'incendie, ce qui créera un gros embarras auprès de votre gouvernement et nuira beaucoup à votre carrière, je le crains. D'un autre côté, si vous changez de camp pour travailler avec nous, vous serez un homme riche, pourvu d'un confortable compte en Suisse. Monsieur Descorso, nous sommes prêts à vous acheter. » Le prisonnier secoua la tête, incrédule, et sortit de son mutisme pour déclarer « Vous voulez que je bosse pour le MI6 ?» Il étouffa un rire. « Je vais vous le répéter une fois de plus, je demande l'immunité diplomatique. » Il y eut un petit bruit métallique et la porte s'ouvrit. Un officier entra et déclara à l'homme à lunettes « Désolé de vous interrompre, chef, mais il y a là des messieurs qui souhaitent vous voir. Dites-leur d'attendre. Il s'agit du ministre des Affaires étrangères et de l'ambassadeur des États-Unis. » « Vous voulez dire leurs représentants ? » ?»« Non, ils sont là en personne. » Descorso se leva, passa les mains derrière la tête et sourit. « Je peux récupérer mes lacets ? » À l'arrière d'un taxi, Will et Nancy filaient sur Henry Hudson Parkway, en direction de White Plains. Nancy serrait Philippe contre elle sans dire un mot. Il voyait bien qu'elle n'avait pas encore digéré tous les détails de ce qu'il lui avait raconté après le départ de la nounou. Il lui avait présenté les faits bruts, dépouillés de tout romanesque. À Cantwell Hall, il avait trouvé des indices expliquant l'origine de la bibliothèque. Des moines savants, Calvin, Nostradamus, Shakespeare. Hélas, les gardiens avaient eu vent de leurs recherches. Ils avaient incendié le manoir et tué les Cantwell. Ils craignaient qu'ils ne s'en prennent ensuite à eux. Ils devaient quitter New York sur le champ. Il ne dit rien de la révélation finale, finis dierum. Ce n'était pas le moment. Il ne lui raconta pas non plus qu'il était un salopard de menteur infidèle. Jamais il n'y aurait de bon moment pour cela. La première réaction de Nancy fut la colère. Comment avait-il pu faire courir de tels risques à son fils? Si elle avait pressenti les choses, comment avait-il pu être aussi aveugle? Qu'allait-il faire à présent? Prendre la fuite? Disparaître? Se cacher dans le camping-car de luxe qu'il avait gagné? Les gardiens étaient sans pitié. Ils étaient tous les trois ADH. Et après?
ça ne signifiait pas qu'il s'en tirerait sans une égratignure. Will avait encaissé les coups sans broncher. Elle avait raison. Il avait abouti aux mêmes conclusions. En hâte, ils avaient rempli quelques sacs de voyage, rassemblé les jouets préférés de Philippe, leurs armes de service et quelques boîtes de cartouches. Avant de partir, Nancy fit le tour de l'appartement pour s'assurer que le gaz était fermé, jeter une bouteille de lait entamée et veiller à d'autres menus détails. En revenant dans le salon, elle trouva Will sur le canapé, qui faisait sauter Philippe sur ses genoux, tout entier absorbé par les éclats de rire du bébé. Son humeur changea, ses traits s'adoucirent. « Ça va ?» lui dit-elle avec tendresse. Il leva les yeux. Elle lui souriait. « Ça va. » « Nous formons une famille. » reprit-elle. « Nous devons nous battre pour préserver tout ça. » Le long trajet en taxi leur laissa le temps d'étudier la situation sous plusieurs angles et de former un début de plan. Ils passeraient la nuit chez les parents de Nancy, ils leur diraient que leur appartement avait subi une désinsectisation ou une connerie du même genre. Will appellerait son vieux camarade de chambrée, l'avocat Jim Zeckendorf, pour lui demander de leur prêter sa maison du New Hampshire pendant quelques jours. Voilà où ils en étaient. Peut-être la brise fraîche du lac leur donnerait-elle de l'inspiration pour la suite. Mary et Joseph Lipinski se montrèrent tout heureux de revoir leur petit-fils à l'improviste, mais s'inquiétèrent pour Nancy et Will. La jeune femme alla aider sa mère à préparer une tarte, tandis que son mari restait dans le salon à broyer du noir, en attendant que son nouveau téléphone daigne sonner. Joseph était à l'étage avec Philippe, où il écoutait la radio en lisant le journal. Enfin, Zeckendorf le rappela. « Salut mon vieux, je n'avais pas reconnu ton numéro », fit-il avec son enthousiasme habituel. « J'ai changé de téléphone. » Zeckendorf était le plus vieil ami de Will. Ils s'étaient connus en première année à Harvard car ils partageaient le même dortoir, avec, entre autres, Mark Shackleton. Ce dernier n'inspirait à Will que du mépris et de la pitié. Il lui avait gâché la vie en l'entraînant dans l'affaire Apocalypse, le liant à jamais à la bibliothèque. Zeckendorf était tout à fait différent. Cet homme était un véritable prince, et Will le considérait un peu comme son ange gardien. En tant qu'avocat, il avait en effet toujours veillé sur lui. Chaque fois que Will avait contracté un prêt, rencontré un problème de travail, divorcé ou, comme plus récemment, établi un accord de pré-retraite avec le FBI, Zek s'était toujours rendu disponible, sans jamais lui demander quoi que ce soit en retour. En tant que parrain de Philippe, il avait tout de suite ouvert un compte pour son filleul. Il avait toujours éprouvé le plus profond respect pour la carrière de Will, et tirait une véritable fierté de pouvoir ainsi l'aider. Depuis quelque temps, il était aussi devenu sa bouée de sauvetage. Quand Will avait échappé aux gardiens de la zone 51, avec la base de données de Shackleton, Zeckendorf avait reçu une lettre écrite en hâte, accompagnée d'une seconde enveloppe à ouvrir au cas où son ami viendrait à disparaître. C'était sa police d'assurance. Will avait dit au gardien qu'il avait informé une ou plusieurs personnes de l'emplacement de la clé USB où il avait stocké la base de données. Il n'avait pas d'autre choix que de le croire. Ainsi, les coups de téléphone mensuels de Will à Zeckendorf étaient-ils devenus pour eux un agréable moyen de rester en contact. « Ça me fait toujours plaisir de discuter avec toi, mais tu ne m'as pas déjà appelé il y a quelques jours ?»« Il y a du nouveau. »« Vraiment ? Que se passe-t-il ? Tu as une voix bizarre. » Will n'avait jamais raconté à son ami ce qui s'était vraiment passé. Tous deux préféraient que les choses en restent là. L'avocat avait deviné certains éléments. Il savait que la lettre cachetée avait un rapport avec l'affaire Apocalypse et ce qui était arrivé à Mark Shackleton. Il savait aussi que cela avait joué dans la retraite anticipée de son ami. Il comprenait qu'un danger planait au-dessus de lui et que cette lettre, en quelque sorte, le protégeait. Zeckendorf avait toujours apporté à Will les conseils parfaits d'un excellent avocat ainsi que la fantaisie d'un ex-camarade de chambrée.
En cet instant, Will imaginait l'inquiétude qui se peignait sur son visage lisse. Il le voyait tirer sur ses cheveux frisés, geste qui indiquait chez lui l'anxiété. « J'ai fait une connerie. » Tu disais qu'il y avait du nouveau? Tu sais, mon contrat de confidentialité avec le gouvernement. Ouais. Disons que je l'ai un peu écorné. Zek l'arrêta aussitôt, passant immédiatement en mode professionnel. N'en dis pas plus. Il faut qu'on se voie pour en discuter. Je me demandais si on pourrait passer quelques jours chez toi, dans le New Hampshire, si vous n'êtes pas dans les parages, bien sûr. Sans problème, Will. Tu es sûr que tu n'es pas sur écoute? Ouais, j'appelle sur un portable à carte. J'en ai un pour toi aussi. Je te l'enverrai. L'avocat entendait la tension dans la voix de son ami. Très bien. Prends bien soin de Nancy et de mon filleul. Promis. Will et Nancy avaient débarqué sans prévenir à White Plains. Aussi les Lipinski insistèrent-ils pour aller dîner dehors plutôt que de se contenter des restes de la veille. La tarte aux pommes de Mary refroidirait sur la fenêtre, attendant leur retour. Dans sa chambre, Nancy se maquillait devant le miroir de sa coiffeuse de petite fille. Elle observait Will, assis sur le lit, nouant ses lacets, l'air fatigué, misérable. « Ça va ? Je me sens comme le dernier des cons. » Je vois ça. C'était des gens bien. Les Cantwell ? Oui. Le vieux était un sacré gaillard. Un lord anglais tout droit sorti d'un film. Et sa petite fille ? Une belle nana. Intelligente. Répondit-il bouleversé. Elle avait tout ce qu'on peut souhaiter dans l'existence, mais le sort en a décidé autrement. Will se demanda s'il n'avait pas vendu la mèche. Mais si le doute effleura Nancy, elle n'en laissa rien paraître. « Est-ce que Jim t'a rappelé ? » Oui, il veut bien qu'on aille à Alton. Ils ne nous trouveront pas là-bas. J'ai un portable prépayé pour tes parents pour que vous puissiez rester en contact. Au moins, ils sont contents. Ils ont Philippe pour la soirée. Fraser détestait dépendre de qui que ce soit. Devoir appeler Lester ainsi toutes les 2 heures lui donnait l'impression d'être un sous-fifre. Mais si jamais il omettait de le faire, les assistants de Lester, eux, ne l'oublieraient pas. Après le fiasco de Descorso, il était cuit. La merde remontait toujours vers le haut. Lester décrocha. Il devait être à une réception. On entendait le brouhaha des conversations derrière lui, et des verres qui s'entrechoquaient. « Une minute. Laissez-moi trouver un endroit plus calme. » Fraser était seul dans la voiture. Il avait envoyé ses hommes faire un tour dans la nuit fraîche pour être tranquille. Ils attendaient à l'extérieur, maussade. 2 d'entre eux en profitant pour fumer une cigarette. « Voilà, c'est mieux. Où en êtes-vous? » « C'est fait. Nous attendons. » « Quelles sont les chances de réussite? » »« Élevées. » Fraser, vous n'avez pas le droit à l'échec cette fois. Vous n'imaginez pas à quel point l'arrestation de votre homme nous a mis dans l'embarras. L'affaire est remontée jusqu'au sommet. J'ai entendu le président se faire incendier au téléphone par le Premier ministre britannique. Il lui a dit et répété à quel point une pareille rupture de confiance entre des alliés aussi proches était dommageable, etc., etc. Ensuite, les Britanniques ont menacé de nous retirer leur soutien naval lors de l'opération Main tendue, ce qui, je n'ai pas besoin de vous le dire, fout tout en l'air pour moi sur différents niveaux. Vous n'avez pas idée de la logistique déployée dans ce projet. C'est presque comparable à l'invasion de l'Irak. Nous devons être opérationnels dès que s'achèveront les événements de Caracas. Avec ou sans les Anglais? Oui, monsieur, je comprends. Je me le demande. Enfin bref, vous allez être récompensés afin de préserver notre alliance. Le président a accepté de lever le voile pour la première fois. Il a autorisé les Britanniques à venir faire un tour à la zone 51. Ils envoient une équipe de leurs services spéciaux dès la semaine prochaine. C'est vous qui gérerez leur visite. Vous devez être irréprochable. Fraser, je vous jure que si l'opération actuelle tourne mal,
c'est en tant que larbin que vous recevrez les Anglais. En allant au restaurant, ils s'arrêtèrent dans un bureau de poste qui ouvrait tard pour que Will envoie à Zeckendorf un téléphone prépayé. Au retour du restaurant, Philippe dormait tranquillement dans son siège bébé. Will fit remarquer que le temps s'était rafraîchi. Une pluie froide tombait à présent, mêlée de neige fondue. Joseph, d'habitude très économe, déclara « Puisque le petit est là, je vais mettre un peu de chauffage. » Toute la famille prit ses quartiers de nuit. Dans la cave, la vieille chaudière se mit à ronronner comme un vieux chat bienveillant. Ils couchèrent Philippe dans son berceau, et Nancy se retira elle aussi avec un magazine. Les Lipinski souhaitèrent le bonsoir et allèrent regarder leur série télévisée au lit. Will demeura seul au salon, à broyer du noir. Il avait beau être épuisé, il se sentait trop nerveux pour dormir. Soudain, il eut envie de boire, une envie irrépressible. Mais il ne voulait pas d'une simple bouteille de vin, comme en ouvraient ses beaux-parents dans les grandes occasions. Il lui fallait un bon verre de scotch. Il fouilla dans la maison, songeant qu'on avait pu offrir aux Lipinski une bouteille. Comme il était bredouille, il prit les clés de la voiture de Joseph et fila en douce. Destination, le premier bar venu. Il se rendit sur Mamaroneck Avenue, l'artère commerciale principale de White Plains, et se gara tout près de Main Street. C'était une nuit sombre, humide, triste. Il n'y avait pas âme qui vive dehors. Un peu plus loin, il avisa le seul endroit encore ouvert, le tout nouvel hôtel Ritz-Carlton. Il redressa son col pour se protéger de la pluie et fonça vers ce havre accueillant. Le bar se situait tout en haut, au 42e étage. Will s'installa et contempla la vue qui s'offrait à lui. Il aurait pu se croire dans un vaisseau spatial. Au sud, Manhattan était tel un doigt piqueté de lumière flottant dans les ténèbres. Les lieux n'étaient guère animés. Il commanda un Johnny Walker en se promettant de ne pas faire d'excès. 1 heure et 3 verres plus tard, il n'était pas encore ivre, mais plus vraiment à jeun. Il avait conscience qu'un groupe de 3 femmes entre 40 et 50 ans le fixait des yeux et que la serveuse se montrait très empressée. Ça lui arrivait tout le temps. En général, il profitait de l'occasion. Ce soir-là, il n'était pas d'humeur. Vu sous un certain angle, il avait été désespérément naïf de croire qu'il pouvait passer un accord secret avec le gouvernement, puis continuer son chemin comme si de rien n'était. Le simple fait de connaître le secret de la bibliothèque l'en rendait à jamais esclave. Il avait voulu ignorer tout cela, vivre sa vie sans songer aux implications de la prédestination. Et en effet, il y était parvenu pendant un moment, jusqu'au jour où Spence et Kenyon étaient entrés dans sa vie à bord de leur camping-car de luxe. À présent, il était dans la merde jusqu'au cou. Il était tétanisé à l'idée qu'Isabelle et son grand-père devaient mourir parce qu'ils devaient aller les voir. Et pour ça, il fallait que Spence le persuade de se rendre en Angleterre, que Will prenne sa retraite à cause de l'affaire Apocalypse, que Shackleton pirate la base de données afin de perpétrer ses crimes, qu'il soit son camarade de chambrée à l'université, que Will soit assez intelligent et athlétique pour entrer à Harvard, que son alcoolique de père soit assez en forme pour le concevoir la nuit où c'était arrivé. Et ainsi de suite, à l'infini. C'en était assez pour vous rendre dingue, ou tout au moins pour vous donner envie de boire. Il paya ses 3 verres et s'en alla. Soudain, il se sentit pris du désir de rentrer à la maison, de se mettre au lit sans faire attention pour réveiller Nancy, puis de la prendre dans ses bras et de lui redire combien il était désolé et à quel point il l'aimait. Ensuite, peut-être ferait-il l'amour pour se réconcilier pour de bon.
Il revint en courant à la voiture, et 10 minutes plus tard, il se faufilait sans bruit dans la maison chaude et accueillante des Lipinski. Il s'assit sur le bord du lit pour se déshabiller. La pluie tambourinait sur le toit. Philippe dormait tranquillement dans son berceau. Il se glissa sous les draps et posa la main sur la cuisse de Nancy. Sa peau était douce et chaude. La tête lui tournait. Il aurait dû la laisser dormir, mais il avait envie d'elle. « Nancy » murmura-t-il. Elle ne bougea pas. « Chérie ». Il la secoua un peu, mais elle resta inerte. Un peu plus fort, puis avec brusquerie. Rien. Inquiet, il alluma la lampe. Elle était allongée sur le côté et, malgré la lumière en pleine figure, ne se réveillait pas. Il la fit rouler sur le dos. Elle respirait. Ses joues étaient rouge pivoine. C'est alors qu'il s'aperçut que son propre cerveau fonctionnait au ralenti. Mais ce n'était pas l'alcool. Il était mou, comme si son système nerveux était engourdi. De toutes ses forces, il s'exclama « Putain, du monoxyde !» en s'extirpant du lit pour aller ouvrir la fenêtre en grand. Il se jeta sur le berceau de Philippe qu'il saisit dans ses bras. Il était immobile, ses petits membres se balançant mollement, la peau rubiconde. « Joseph! Mary !» Will hurla leur nom en descendant 4 à 4 l'escalier. Dans le hall, il s'empara d'un téléphone, puis ouvrit la porte et déposa son fils sur le rude paillasson. Il tomba à genoux, se mit à lui faire du bouche à bouche, composant le numéro des urgences entre 2 souffles. Enfin, il prit une dernière décision. Laissant là le bébé, il courut à l'intérieur chercher Nancy, criant son nom de toute la force de ses poumons, comme s'il essayait de réveiller les morts. Chapitre 31. Will entendit son nom. La voix semblait lointaine. Ou bien était-elle proche, comme un murmure. Elle le tirait d'un mauvais sommeil léger pour le ramener à la réalité. Une chambre d'hôpital inondée de lumière. À cet instant, il ne savait plus s'il était patient ou visiteur, dans le lit ou à côté du lit. Si quelqu'un lui tenait la main, ou si c'est lui qui l'avait prise dans la sienne. Il cligna des yeux, et tout lui revint. Il tenait la main de Nancy, qui le regardait droit dans ses yeux injectés de sang, serrant mollement ses doigts épais. « Will ?» Ouais. Il avait envie de pleurer. Il vit la confusion qui se peignait sur le visage de sa femme. La machine qui bipait à côté d'elle n'avait à ses yeux aucun sens. « Tu es à l'hôpital. Tu vas bien. » « Que s'est-il passé ?» dit-elle d'une voix éraillée, car on l'avait longuement intubée. Intoxication au monoxyde de carbone. Elle fut gagnée par la panique. « Où est Philippe ?» Il lui serra très fort la main. « Il va bien. Il est vite sorti du coma, c'est un vrai petit guerrier. Il est dans le service de pédiatrie. Je n'ai pas arrêté de faire des allers-retours. » « Où sont mes parents ?» Cette fois, il lui broya les doigts. « Mon amour, je suis désolé. Ils ne se sont pas réveillés. » Le chef de la police et celui des pompiers en personne harcelèrent Will de questions toute la journée durant, le coinçant dans les couloirs de l'hôpital, le sortant de la chambre de Nancy, le débusquant à la cafétéria. Un tuyau de la chaudière avait été débranché, empêchant l'évacuation du monoxyde de carbone qui, peu à peu, s'était répandu dans la maison. Le système de sécurité avait été lui aussi neutralisé. Les Lipinski ne disposaient pas, hélas,
de détecteurs de CO2. C'était un sabotage délibéré. Et Will comprit tout de suite, d'après les questions, qu'il faisait office de suspect numéro 1 jusqu'à ce que la police découvre un verrou brisé, ce qui le ramena tout de suite au rang de victime. Le fait qu'il était un ancien membre du FBI et Nancy une agente spéciale en activité ne leur avait pas échappé. Et vers le milieu de l'après-midi, les membres du bureau de Manhattan évincèrent à peu près tous les flics locaux pour prendre l'enquête en main. Les anciens collègues de Will tournaient autour de lui avec prudence, attendant le moment propice pour le mettre sur le grill. Ils ne cessaient de le suivre dès qu'il faisait la navette entre la chambre de Nancy et celle de Philippe. Il ne fut guère surpris d'entendre les talons hauts de Sue Sanchez résonner dans le couloir. Après tout, c'était la supérieure de Nancy. En revanche, il éprouva un sentiment de répulsion en voyant apparaître John Mueller. Les relations entre Will et Sanchez avaient toujours été tendues, pleines de méfiance et d'animosité. Quelques années plus tôt, il était son supérieur. Il l'admettait lui-même cependant, il faisait un piètre chef. Sue avait toujours pensé qu'elle serait meilleure que lui. Elle eut la chance de le prouver lorsqu'il fut déclassé pour avoir eu des relations inappropriées avec une assistante d'un autre service. Le vendredi, Sanchez était sous ses ordres, le lundi, c'était l'inverse. Cette hiérarchie soudain sans dessus-dessous était un vrai cauchemar. Will réagit en se montrant bête, passif et agressif envers sa supérieure. S'il n'avait pas eu besoin de s'accrocher pendant encore quelques années à ce boulot pour obtenir une confortable retraite, il lui aurait botté le cul avec plaisir. Sanchez était déjà sa chef lors de l'affaire Apocalypse, et c'est elle qui avait dû lui retirer l'enquête quand il s'était approché de trop près de Shackleton. Les autorités supérieures l'avaient manipulée, et elle leur gardait une rancune tenace de ne jamais lui avoir révélé pour quel motif l'affaire Apocalypse avait été enterrée alors qu'elle n'était pas résolue, ni pourquoi Will avait pu partir à la retraite si vite et dans d'aussi bonnes conditions. Si les relations avec Sanchez étaient tendues, c'était bien pire encore avec John Mueller. C'était un monsieur je-sais-tout qui se croyait parfait en tout point, suivait le règlement à la lettre et se préoccupait davantage du mode d'action que du résultat. Tout ce qu'il cherchait, c'était à gravir les échelons pour obtenir un poste dans un bureau, car travailler sur le terrain ne lui convenait guère. Il détestait l'attitude cavalière et l'insubordination de Will, ses transgressions morales, son goût pour la boisson et les femmes. Il fut horrifié de découvrir que Nancy Lipinski, une jeune recrue ayant tout le potentiel pour devenir un clone de Mueller, avait été attirée du côté des ténèbres par Piper, allant jusqu'à épouser ce voyou. Aux yeux de Will, Mueller représentait tout ce qu'il y avait de mauvais au FBI. Will travaillait pour mettre les méchants sous les verrous, Mueller pour faire avancer sa carrière. C'était un animal politique. Will n'avait pas le temps de jouer à ces petits jeux-là. À l'origine, c'était Mueller qui avait pris en main l'affaire Apocalypse, et sans un regrettable problème de santé, jamais elle n'aurait échu à Will, qui n'aurait jamais travaillé avec Nancy Lipinski, et il ne serait pas sorti avec elle. L'affaire Apocalypse aurait été résolue. Toute une chaîne d'événements aurait été évitée si seulement Mueller ne s'était pas retrouvé un beau jour avec un petit caillot dans le cerveau. Ce dernier avait très bien récupéré. Et à présent, il était devenu l'un des chouchous de Sue Sanchez. Quand cette dernière apprit que la famille de Nancy avait été la cible d'une tentative d'assassinat, elle ordonna sur-le-champ à Mueller de la conduire à White Plains. Dans un salon de visite privée, Sanchez demanda à Will comment il allait et lui présenta ses condoléances. Mueller laissa passer ce bref instant de sympathie, puis il lui sauta dessus. « Le rapport de police dit que vous vous êtes absenté pendant 1h30. Vous avez très bien lu le rapport, John. Pour aller picoler dans un bar. D'après mon expérience, un bar est un bon endroit quand on cherche quelque chose à boire. Il n'y avait donc rien à la maison? Mon beau-père était un type bien, mais il ne buvait quasiment pas. J'avais envie d'un scotch. Et puis, c'était le moment idéal pour sortir respirer ailleurs, non?
Will bondit et saisit Mueller par le col de sa veste, le poussant contre le mur. Il fut tenté un instant de lui mettre son poing dans la figure. Mais le petit homme se mit à agiter les bras et Sanchez leur hurla de cesser immédiatement. Will le lâcha et fit un pas en arrière, la poitrine soulevée de colère, les pupilles rétrécies. Mueller lissa sa veste et lui lança en douce un petit sourire qui semblait signifier que tout n'était pas encore réglé entre eux. « Will, selon vous, que s'est-il passé hier soir ?» demanda Sanchez d'un ton neutre. Quelqu'un s'est introduit dans la maison pendant que nous étions sortis dîner. Ils ont trafiqué la chaudière. Si je ne m'étais pas absenté, il y aurait en plus 3 personnes dans le coma. « Dans le coma ?» releva Mueller. « Pourquoi pas morte ?» Will n'y prêta pas attention. « Selon vous, qui était visé? Vous, Nancy? Ses parents ?» « Ses parents sont des victimes collatérales. » Très bien, reprit-elle avec patience. « Alors, c'était vous ou Nancy? » « Moi. » « Qui est derrière tout cela? Pour quel motif ?» S'adressant à Sanchez seul, il répondit. « Vous n'allez pas aimer ça, Sue, mais c'est un prolongement de l'affaire Apocalypse. » Elle fronça les sourcils. « Comment ça ?»« L'affaire n'a jamais été close. » « Êtes-vous en train de me dire que c'est le tueur qui reprend du service ?»« Ce n'est pas ça. Je dis juste que l'affaire n'a jamais été close. »« Que des conneries !» lâcha Mueller. « Sur quoi vous basez-vous ?»« Sue, vous vous rappelez comme tout ça s'est fini en queue de poisson. Vous savez qu'on m'a gentiment mis sur la touche, que j'ai pris ma retraite anticipée, que vous étiez censé ne poser aucune question, n'est-ce pas ?»« En effet. » acquiesça-t-elle. Toute cette affaire se passe tellement au-dessus de vous dans la hiérarchie que c'est à vous donner le vertige. Les informations dont j'ai eu connaissance sont couvertes par un accord de confidentialité fédérale que seul le président pourrait rompre. Laissez-moi seulement vous dire que dehors, il y a des types qui attendent de moi certaines choses et qui sont prêts à tuer pour les obtenir. Vous avez les mains liées, vous ne pouvez rien faire pour m'aider. Mais Will, nous appartenons au FBI. Ceux qui sont après moi sont du même côté de la barrière que le FBI. Voilà tout ce que je peux ajouter. C'est l'histoire la plus fantaisiste que j'ai entendue depuis bien longtemps, ricana Mueller. Vous êtes en train de nous dire qu'on ne peut pas enquêter sur votre affaire à cause d'une histoire top secrète en haut lieu? C'est tout ce que vous avez inventé pour vous couvrir? Je m'en vais voir mon fils. Faites ce que vous voulez. Bonne chance. Aux soins intensifs, les infirmières laissèrent Will seul avec Philippe. La respiration artificielle avait été débranchée et le bébé retrouvait ses couleurs normales. Il dormait, sa petite main serrée sur un morceau de rêve. Will était sous pression. Il se forçait à se concentrer. Pas le temps d'être fatigué, pas de place pour le chagrin. Quant à la peur, elle n'avait pas la moindre prise sur lui. Il concentrait toute son énergie sur la seule émotion qui pouvait vraiment l'aider, la colère. Il avait compris que Malcolm Fraser et ses sbires rôdaient dans les parages, sûrement tout près de là. Les gardiens avaient un atout. Ils avaient accès aux dates de décès de tous ceux qu'ils voulaient, mais cela ne leur donnait pas pour autant la science infuse de ce qui arriverait. Ils savaient qu'ils parviendraient à tuer ses beaux-parents. Ils espéraient les plonger, lui et sa famille, dans un coma irréversible. Mais ils avaient échoué. À présent, c'est lui qui avait la main. Il n'avait pas besoin de la police, ni du FBI. Il n'avait qu'à rassembler ses forces. À sa ceinture, il sentait son Glock, dont le canon lui labourait la cuisse. Il détourna sa douleur contre une image mentale de Fraser. « Je vais t'avoir, mon pote. J'arrive. » À l'aéroport Kennedy, Descorso monta à l'arrière de la voiture de Fraser. Tous deux se taisaient. Le menton agressivement pointé vers l'avant de son chef était assez éloquent. Il n'était pas content. Son portable était en surchauffe à force de servir. La demande d'immunité diplomatique
avait eu des répercussions dévastatrices sur les relations transatlantiques. Les affaires étrangères n'avaient pas la moindre idée de qui était DeCorso, ni pourquoi le département de la Défense insistait tant pour qu'il soit rapatrié. Les grosses légumes du MI6 avaient essayé d'obtenir des informations sur lui auprès de leurs homologues de la CIA. Les équipes se renvoyaient la balle, grimpant chaque fois d'un échelon, jusqu'à ce que le secrétaire d'État soit obligé d'intervenir en personne auprès de son collègue anglais. DeCorso avait obtenu son passe-droit. Au terme d'une longue hésitation, le gouvernement britannique accepta de le libérer et le remit à un membre de l'ambassade américaine. Il fut sur le champ transféré à l'aéroport de Stansted et embarqué dans un Gulfstream V du secrétaire à la marine américain. L'enquête sur l'incendie criminel de Wroxall était close. Enfin, DeCorso craqua et présenta des excuses à son chef. « Comment tu t'es fait prendre ?» « Quelqu'un a appelé les flics en donnant ma plaque d'immatriculation. Il fallait la retirer. »« Vous avez ma démission, chef. Dans mon équipe, personne ne démissionne. Quand j'aurai décidé de te virer, je te le ferai savoir. »« Vous avez eu Piper ?»« On a essayé la nuit dernière. Monoxyde de carbone. Chez les Lipinski. On a trafiqué la chaudière pendant qu'ils étaient au resto. »« La date de leur décès, c'était hier, c'est ça ? » ?»« Ouais. » On en a tiré les conclusions qui s'imposaient. Malheureusement, Piper s'est absenté et quand il est revenu, il a donné l'alarme. Sa femme et son fils sont en train de récupérer, à l'hôpital. On n'a pas eu la moindre chance de mettre la main sur les documents qu'il a rapportés d'Angleterre. Peut-être même qu'il a eu le temps de les transmettre à Spence. Où est-il, Spence ? Aucune idée. Sans doute en train de rallier Vegas. On est à sa recherche. Putain, soupira DeCorso. Tu l'as dit. Et quels sont nos plans maintenant, chef ? Piper est à l'hôpital de White Plains. L'endroit grouille d'agents du FBI. On le tient à l'œil et on le cueillera à la sortie. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas que je débarrasse le plancher ? Fraser détenait une information qu'ignorait son subordonné. DeCorso serait mort dans 2 jours. Ça n'avait aucun sens de se farcir une montagne de papier pour le virer. Ce n'est pas nécessaire. DeCorso le remercia et ne dit plus un mot jusqu'à White Plains. En fin d'après-midi, Nancy s'éveilla de nouveau. Elle n'était plus en réanimation, mais seule dans une chambre. Will n'était pas là, et la panique s'empara d'elle. Elle appela une infirmière qui lui dit qu'il devait sans doute se trouver auprès de leur fils. Quelques minutes plus tard, il était de retour. Nancy tamponnait ses yeux avec un mouchoir en papier. « Où sont-ils, mes parents ?» Chez Ballard Durand. Elle acquiesça. Le funérarium qu'ils avaient choisi. Joseph était un homme prévoyant. Ça doit se passer demain, si tu t'en sens capable. Sinon, on peut repousser d'une journée. Non, ça ira. J'ai besoin d'une robe. Jamais il ne l'avait vue aussi triste. Ses grands yeux ovales pleins de larmes. Laura s'en est occupée. Elle a fait quelques courses avec Greg. Comment va Philippe ? Il n'est plus aux soins intensifs, il va bien. Il dévore comme un ogre. Quand pourrais-je le voir ? Ce soir, j'en suis sûr. Sa question suivante le surprit. « Et toi, comment tu vas ?» Comment pouvait-elle encore se soucier de lui ? « J'essaie de tenir, » dit-il sombrement. « J'ai réfléchi à propos de toi et moi. » Il s'y attendait. Il cessa de respirer. Elle voulait qu'il sorte de sa vie. D'ailleurs, il n'aurait jamais dû y entrer. Philippe et elle seraient beaucoup mieux sans lui. Il était allé picoler dans un bar pendant qu'on tentait d'assassiner sa famille. Il l'avait déjà trompée 1 fois. Comment savoir si cela ne se reproduirait pas ? Mon père et ma mère s'aimaient. Elle étouffa un sanglot. Son menton tremblait. Ils sont allés se coucher comme ils le faisaient chaque soir depuis 43 ans. Ils sont morts en paix, dans leur lit. Ils ne sont jamais devenus vieux et faibles. Ils n'ont jamais été malades. Leur heure était arrivée. J'espère que les choses se passeront ainsi.
quand mon temps sera venu. Je veux m'endormir un soir dans tes bras et ne jamais me réveiller. » Il se pencha sur le lit et la serra si fort qu'il faillit l'étouffer. Puis il desserra son étreinte et déposa sur son front un baiser de gratitude. « Il nous reste une tâche à accomplir, Will. » »« Je sais. » »« On va les avoir, ces salopards. Je vais les mettre à genoux. » Will ne pouvait pas téléphoner dans le couloir sans être dérangé par les infirmières. Aussi descendit-il dans le hall de l'hôpital. Le répertoire de son portable n'avait qu'un numéro en mémoire. Il le composa. La voix essoufflée de Spence répondit. « Allô ? C'est Will Piper. » Je suis content de vous entendre. Comment ça va, Will ? Les gardiens ont essayé de nous intoxiquer au gaz la nuit dernière. Ils ont eu les parents de ma femme. Il y eut un moment de silence. Je suis profondément navré. Comment vous en êtes-vous sorti ? Moi, ça va. Ma femme et mon fils ont été plus atteints, mais ça ira. Je suis heureux de l'entendre. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ? C'est possible. Par ailleurs, j'ai pris une décision. Je vais vous donner accès à la base de données. Cette nuit-là, Will dormit dans un fauteuil dans la chambre de son fils. Toutes les dispositions avaient été prises pour le lendemain, et il n'avait plus rien à faire qu'à se reposer. Même le passage des infirmières de nuit, toutes les 2 heures, pour voir si tout allait bien, ne l'empêcha pas de dormir. Quand vint le matin, il fut réveillé par les petits bruits de son fils, qui jouait tranquillement avec ses animaux en peluche dans son berceau. Il tenta de fixer ce moment en lui, d'en tirer la force suffisante pour affronter la journée à venir. Il se raidit en entendant soudain le pas d'une infirmière qui arrivait. Mais c'étaient Laura et Greg. Ils étaient venus de Washington et avaient pris en main toute la logistique. Les Lipinski connaissaient beaucoup de monde et leur service funèbre promettait d'attirer des foules. La rumeur s'était répandue que leur décès était dû à une fuite de la chaudière. Aussi les médias s'intéressaient illégalement à l'affaire et tout un contingent de journalistes avait débarqué de New York. Il y avait eu une masse de détails à régler entre le prêtre, le funérarium et le cimetière. Laura était ralentie par sa grossesse. Aussi Greg s'était-il lui-même promu porte-parole officiel de la famille, ce dont Will lui était très reconnaissant. « Tu as réussi à dormir ?» demanda Laura. « Un peu. Regardez comme il va bien. » Greg se pencha sur le berceau de Philippe comme s'il était le père. « Salut, mec !» fit-il au bébé. Will se leva, vint près de son gendre et posa la main sur son épaule. C'était la première fois qu'il lui témoignait ce genre d'affection. « Tu nous as beaucoup aidés, Greg. Merci. »« C'est normal, » répondit le jeune homme un peu embarrassé. « Je te revaudrai ça, » conclut Will. Will endossa tout de suite le rôle de chef de la sécurité. Et pendant le petit déjeuner dans la cafétéria, il planifia toute la cérémonie avec une grande minutie. Il devait rester très visible, entouré par une foule protectrice. Fraser pourrait les observer autant qu'il le voudrait, mais il lui serait impossible de les enlever en douce. Les détails étaient capitaux. Tout devait se dérouler à la perfection, sans quoi il risquait de disparaître à jamais dans un trou noir. Quand il arriva dans la chambre de Nancy, elle avait déjà revêtu sa nouvelle robe noire et terminait de se préparer dans la salle de bain. Elle semblait déterminée à finir de se maquiller sans verser une larme. Un vieil ami de Will, du FBI, était passé prendre chez lui un costume sombre. Il n'avait pas été aussi élégant depuis leur mariage. Will posa la main au creux du dos de sa femme. « Tu es très bien, » lui dit-elle. « Toi aussi. » « Will, je ne sais pas si j'y arriverai. » fit-elle d'une voix tremblante.
Je ne te quitterai pas un instant. » Une limousine envoyée par le funérarium vint les chercher. En raison du protocole de l'hôpital, Nancy dut sortir en fauteuil roulant. Serrant Philippe tout contre elle, elle grimpa dans la Cadillac. Will surveillait la route, tel un agent de la sécurité, veillant sur un témoin sensible. Une petite escouade de membres du FBI de New York était déployée autour du véhicule, comme s'il protégeait un chef d'État. Quand la voiture démarra, Fraser posa ses jumelles en grommelant que Piper était dans un véritable cocon. Ils suivirent le cortège de loin et bientôt se garèrent le long de Maple Avenue, d'où ils avaient une vue parfaite sur les colonnes blanches de l'entrée du funérarium. Les Lipinski étaient des gens simples, sans prétention, et leurs amis avaient fait le nécessaire pour que le service leur ressemble. Après un éloge touchant de la part du prêtre de Notre-Dame du Mont-Calvaire, un flot ininterrompu de collègues, de partenaires de bridge, de paroissiens, de voisins, et même le maire, défilèrent, contant tour à tour des anecdotes amusantes et touchantes sur ces deux êtres aimants, attentifs, dont l'existence avait trouvé une fin si brutale. Au premier rang, Nancy ne cessait de pleurer. Quand Philippe s'agitait trop, Laura l'emmenait se promener dans l'allée et le hall jusqu'à ce qu'il se calme. Tendu, sur le qui-vive, Will ne cessait de tordre le cou pour regarder partout à la fois, scrutant la foule. Il doutait que les gardiens tentent de s'infiltrer à l'intérieur, mais mieux valait rester prudent. Le cimetière du Mont-Calvaire se situait au nord de White Plains, à quelques kilomètres de la maison des Lipinski, au voisinage du campus de Westchester Community College. Joseph aimait cet endroit paisible aussi, toujours méthodique et prévoyant. Il avait acquis une parcelle 30 ans plus tôt. Elle l'attendait à présent, la terre brune fraîchement retournée, pour creuser 2 tombes côte à côte. C'était un beau matin d'automne, frais et sec, illuminé d'un soleil pâle, et les feuilles mortes craquaient sous les pas des paroissiens qui foulaient les pelouses. Fraser les observait toujours à la jumelle, depuis une allée de service à moins de 500 mètres de là. Il avait son plan, lui aussi. Il suivrait le cortège jusqu'à la demeure des Lipinski. Il savait que la veillée devait y avoir lieu, car les agents du centre des opérations, à Groom Lake, avaient piraté le service informatique du funérarium afin de connaître l'itinéraire suivi par les Lipinski et la limousine. Ils attendraient le soir, quand Will, Nancy et leur bébé se retrouveraient seuls. Alors, ils entreraient et emmèneraient Piper en usant ou pas de la force, selon la situation. Puis ils ratisseraient la maison pour dénicher tous les objets qu'il avait pu rapporter de Cantwell Hall. Lorsqu'ils auraient Will sous bonne garde, à 40 000 pieds d'altitude, ils demanderaient les instructions à suivre au Pentagone. Fraser et ses hommes étaient d'accord que frapper 2 fois de suite au même endroit constituait un véritable effet de surprise. Pendant que le prêtre célébrait l'office devant la dernière demeure des Lipinski, Fraser et ses hommes engloutissaient quelques sandwichs. Quand Nancy jeta une poignée de terre sur les cercueils, les gardiens avalaient des boissons énergétiques. À la fin de la cérémonie, Fraser avait toujours les yeux vissés à ses jumelles. Dans le tumulte des endeuillés qui se pressaient autour de Will et Nancy, le chef des gardiens les perdit de vue pendant quelques minutes, noyés dans une mer de manteaux noirs et bleu marine. Son attention se tourna alors vers la limousine garée tout près de là. Bientôt, il vit un homme et une femme en noir tenant un bébé dans les bras, montés dans le véhicule. Il fit signe à son chauffeur de démarrer. Le cortège funèbre revint lentement jusqu'à la maison des Lipinski pour la veillée. Anthony Road était une petite impasse bordée de grands arbres. Il était impossible à Fraser de s'y arrêter sans être aussitôt repéré. Aussi poussa-t-il jusqu'à North Street, une grande artère commerçante où il attendit avec patience la fin de l'après-midi et le départ des visiteurs. Le corbillard du funérarium Ballard-Durand s'arrêta devant le petit aéroport privé de Westchester County. Le chauffeur, vêtu de noir, en sortit,
jeta un regard circonspect autour de lui, puis il ouvrit la porte côté passager. « La voie est libre. » Will descendit le premier, puis il aida Nancy et Philippe et les fit entrer rapidement à l'intérieur du bâtiment. Il ressortit, prit leurs bagages et glissa un billet au chauffeur. « Vous n'êtes jamais venu ici, compris ?» L'homme souleva sa casquette en guise d'acquiescement et repartit. Dans le terminal, Will repéra aussitôt un type de taille moyenne, bien bâti, cheveux gris ras, en jean et blouson d'aviateur en cuir. L'homme en question décroisa les bras et plongea la main dans sa poche. Will l'observa avec prudence et le vit en sortir une carte de visite. Puis l'autre s'avança en la lui présentant. « Dane P. Bentley, Club 2027. »« Vous devez être Will, et vous c'est Nancy. Et ce petit gars, comment il s'appelle ?»« Il s'appelle Philippe. » »« Je vous présente mes condoléances. » La jeune femme aima tout de suite cet homme au visage avenant, piqué de poils gris. « J'ai fait le plein, » ajouta Dane. « On est paré pour le décollage. » Fraser attendit tout l'après-midi, jusqu'à ce que le flot des visiteurs se tarisse, que les allées et venues de Anthony Road cessent. En fin d'après-midi, il vit Laura Piper et son mari s'en aller dans un taxi. Au crépuscule, ils allèrent reconnaître les lieux. Le seul véhicule qui restait dans l'impasse des Lipinski était celui de Joseph. Dans la maison, la lumière était allumée au rez-de-chaussée comme au premier étage. Il décida de leur octroyer 1 heure de plus, craignant une dernière visite intempestive. À l'heure dite, Fraser et ses hommes se glissèrent dans l'allée, où ils se divisèrent en 2 équipes de 2. Il envoya des corsos par derrière et passa par le patio. Il avait retiré la sécurité de son arme, et avec le silencieux, elle apparaissait longue et menaçante. Ça faisait du bien d'être à nouveau sur le terrain. Il était prêt à se battre, désireux même. Il savourait déjà le plaisir qu'il aurait à assommer ce salopard de Piper d'un coup de crosse sur la tempe. En revanche, il ne s'attendait pas à trouver la demeure vide. Une poupée de la taille de Philippe abandonnée sur le canapé du salon, là où Laura Piper l'avait laissée. Il poussa un juron retentissant.